Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 29 février 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe Peugnier. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Écoute, ça va. On vient ici une fois tous les 4 ans, donc le 29 février, c'est rare. Et Voilà, ça va super bien, je suis super en forme. ouais, pour moi aussi. Donc c'est une bonne journée, une bonne soirée pour nous puisqu'on enregistre ici en soirée. Et pour cause, parce que dans ce podcast aujourd'hui, nous avons un nouvel invité qui est pour le moment à Seattle, si je ne dis pas de bêtises, que tu vas nous présenter d'ici quelques instants. Et qui est en fait à la base, ou qui est en tout cas à la participation d'un outil de développement qui s'appelle le Windows App Studio. Et en fait, il est le Senior Program Manager chez Microsoft. Et notre invité aujourd'hui, Christophe, c'est Michel Lopez. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. En effet, on entend régulièrement parler du développement Windows Mobile, Windows Universal, etc., qui sont souvent associés à Visual Studio, mais on peut facilement et rapidement commencer avec un autre outil sans être développeur. C'est le truc le plus formidable dans ce qu'on va discuter. Donc, c'est Windows App Studio. Voilà, et n'oubliez pas, on le dit en 3 mots, hein, c'est important, c'est Windows App Studio. Michel, il va nous expliquer tout ça pendant cette heure de podcast. Mais avant tout, je voulais quand même te présenter, Michel. Donc, tu as commencé ta carrière professionnelle en 1983. Et puis, quelques années après, tu as fondé Test, etc., que tu quitteras au bout de à peu près 16-17 ans, je sais plus, à peu près, hein, j'ai pas tout ça. En 2005, tu seras MVP Exchange Server, pardon, MVP Exchange Server, jusqu'au 8 février 2006 à peu près, où tu rentres chez Microsoft. Peut-être là-bas, la porte de Microsoft France. Et puis ça fait quand même 10 ans, tout pile, Calois. On est à 21 jours de tes 10 ans. Félicitations. Merci. T'as reçu un monolithe vert? Il paraît qu'il arrive. Oui, parce qu'en fait, chez Microsoft, ils ont tous les 5 ans, c'est ça, hein, une sorte de grosse trophée. Ça fait un monolithe en cristal. Et puis, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore vrai, il y avait des couleurs. Et puis, dans le hall du bâtiment où il y a les conférences MVP Summit, alors les plus vieux, hein, je parle là vraiment des dinosaures. On a des Français qui sont inscrits. Il y a des trophées monstrueux, mais t'es pas loin. Bon, il y Euh, a des 20 ans, il y a des 30 ans, enfin ça va, il y a encore le temps. Hein. oui. Tu as aussi décroché pas mal de Chip IT. Des Chip Euh, IT, en fait. Shipit, et Chip Shipit, It, c'est oui, je dis IT, pardon. Oh, fait mon une Dieu. contribution au code des produits qui sont réalisés. Et sans toutefois faire partie des teams. Enfin, des équipes produits. C'est-à-dire que si tu aurais pu avoir. Alors, t'en as eu plein. Tu as eu la Microsoft Exchange 2007, 2010, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, pardon. Mais c'est pas pour autant qu'on peut avoir cette reconnaissance. Alors, c'est une sorte de trophée, hein. Euh, et Ils euh, appellent ça un award en fait. un award, ouais, ouais, ouais. Parce que tu as contribué, tu as participé, tu as écrit des trucs dessus, mais t'es pas obligé de faire partie de cette team. Tu aurais pu recevoir, alors, ça n'existe peut-être pas, mais le Ship It de Lowlands, par exemple. Bon, Oui, mais j'y ai pas encore contribué. pas encore, mais voilà, c'est un peu ça. Mais c'est que pour les Microsofties, ça. C'est ça, c'est en interne quand tu as une contribution validée, on va dire quelque part, enfin des contributions validées. D'accord, bah ça, tu en as reçu déjà un bon paquet. Pour revenir un petit peu sur ton parcours chez Microsoft, après quelques années dans le domaine, bon, qui est plus ou moins proche de l'Exchange, comme programme manager, tu es devenu senior programme manager sur plein de domaines, je dis différents, mais bon, assez reliés. Et je lis que tu as rejoint aussi l'équipe de certification Windows pendant 2 ans jusqu'en 2014. Alors, c'est tout à fait ça. En fait, je suis rentré chez Microsoft à la demande du groupe Exchange. Donc, même si j'étais localisé en France, en fait, je faisais partie de l'équipe Exchange aux États-Unis déjà. Donc, je suis pas passé intrinsèquement par la case de Microsoft France. Euh, et en fait, j'étais en charge de ce qu'on appelle la globalisation et l'extension des scénarios globalisés pour rentrer ce concept-là dès les analyses de spec ou de features avant de mettre le moindre développement en route. Wow, d'accord. C'était un projet à l'époque de Terry Merson pour aller Ah oui. chercher les quelques pourcentages supplémentaires de parts de marché
sachant que Exchange était déjà le leader du marché à l'époque. Ouais, et il est resté, toujours resté. Voilà. Et au bout d'un moment, on m'a dit, est-ce que tu veux regarder la partie localisation, puisque j'avais déjà ouvert tellement de sujets de globalisation que ça occupait déjà quelque part 2 à 3 cycles de release. À l'époque, on n'était pas en release toutes les semaines. C'était avant la partie cloud. Et donc, on m'a ensuite demandé de plugger une vision cloud de la localisation de la globalisation sur le build system d'Exchange. D'accord. Wow, Ouais. c'est énorme en fait. C'est juste énorme. Et puis là, en fait, c'est en janvier 2015 que tu intègres l'équipe Windows App Studio. Alors, c'est quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que c'est une équipe? Alors, Qui comme tu êtes-vous? l'as dit, après avoir fait un modèle, ça m'a pris 6 mois pour faire un modèle et 1 an pour le déployer pour Exchange. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour aller voir autre chose. Donc, c'est là où je suis rentré d'Exchange. Je suis passé à l'équipe Windows et on m'a confié la certification des applis desktop. C'est-à-dire quelque chose qui était important à l'époque puisque le store n'était pas encore lancé. Donc, c'était comment normaliser ce qui se passe dans le monde Win32 pour qu'on arrête quelque part, enfin contribuer à l'arrêt de cette notion de, passez-moi l'expression, Microsoft fait chier, il y a un blue screen, quand 90% du temps, ça vient de quelque chose qui n'est pas du périmètre de Microsoft. Mais c'est Microsoft qui en paye les pots cassés à chaque fois. Exactement. Donc, le boulot de la certification Win32, c'était en fait d'arriver à mettre en place des garde-fous, on va dire quelque part, entre autres avec quelque chose que vous connaissez tous maintenant qui s'appelle le Windows App Certification Kit, le WAC, qui est quelque chose qui est là pour vérifier la compliance et l'utilisation des API et l'utilisation des bons process pour déployer dans le système, d'avoir des drivers qui vont pas être dangereux pour la stabilité du système et un certain nombre de concepts tels que celui-là. Et entre autres, en plus, on m'a donné comme rôle vu que les applications store, le mode WinRT arrivait, on m'a demandé en fait de faire en sorte que le WAC devienne multimode. Et le même WAC sert pour Win32, à l'époque Windows 8, à l'époque aussi les device package pour les drivers, enfin un certain nombre de différents scénarios qui sont unifiés dans le même outil. C'est génial parce que, tu vois, mes programmes, moi, je suis à mon compte et je fais des logiciels sous une marque Sodea Soft. Mais j'ai eu affaire à ton équipe parce que je ne sais plus en quelle année, j'ai le WAC, comme tu disais. Eh bien, j'ai été faire certifier mes programmes, donc j'ai dû installer des trucs dans une session admin. C'était très enfin, j'allais dire bordélique, mais je ne l'ai pas dit, hein. C'était très Je veux dire, mais bordélique. ça veut dire qu'à ce moment-là, tu utilisais pas le WAC, tu utilisais quelque chose qui s'appelle le Windows Logo Kit, le WLK. C'est exactement ça. Et moi, j'ai repris ça et en fait, je l'ai transformé dans le WAC. D'accord. Et en fait, ça m'a permis d'avoir mon programme qui est Win32, de le faire certifier par Microsoft. Alors, j'envoyais je sais plus quoi. Alors, je devais avoir un ordinateur sain, c'est-à-dire que Windows vient d'installer, point barre. J'installe mon programme, ils analysent l'ordinateur, ça me passe à la moulinette. Je désinstalle, ça repasse à la moulinette. Bref, et ça me permettait d'avoir en fait une certification. Et puis moi, je m'en servais juste pour un peu dire voilà les gars, si vous voulez acheter mon programme, moi il est sain, il est cool. Et puis bon, c'était vraiment dans mon esprit à moi de dire j'ai quand même le label Windows, je sais pas, c'était Windows 7 peut-être à l'époque. Le Euh, logo, Windows Logo, ouais. C'était ça, mais c'était juste pour un peu m'en vanter auprès de mes clients, enfin des futurs clients, en disant voilà, j'essaie de voir un truc sain et puis il l'est quoi. J'ai pas installé de saloperie quoi. Et bah, c'est marrant de revoir ça quoi. Donc, j'ai fait ce travail-là. Et pour revenir sur Windows App Studio, en fait, Windows App Studio, au départ, c'était Windows Phone App Studio, quelque part, Oui. puisque c'est un outil qui a été créé par l'équipe marketing Windows Phone pour permettre aux gens de mettre des choses dans le store facilement et sans dépendre, en fait, sans être bloqué par une barrière du code et de Visual Studio. Et tous les développeurs comme moi ou qui vont commencer parfois
le .NET ou la découverte. Ah oui, le .NET 14-12 ans après, mais peu importe, j'en connais plein où dès que Windows Phone est sorti, il y avait Develop qui venait je sais pas, je crois que c'était Nokia à l'époque, et on avait des points en tant que développeur pour après pouvoir acheter des choses, des devices ou des trucs avec nos points de développement. Dès qu'on faisait des applications, on devait utiliser Windows App Studio, enfin l'ancêtre, on va dire, pour créer une application. Et puis effectivement, on a tous découvert cet outil-là qui permettait de faire des applications. Au départ, elles étaient déjà bien sophistiquées, je trouve, et on ne donnait pas une ligne de code. Donc il fallait avoir son compte développeur qui à l'époque coûtait, je sais plus, c'était 90 $ ou 80 ou 75 euros, je sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Et puis ça a énormément évolué. Euh, mais Alors, voilà, alors. pour rebondir, si tu veux, sur ce que tu disais, en fait, moi, m'occupant du WAC, je connaissais Windows App Studio et ça fait partie d'un groupe interne, si tu veux, que j'ai approché comme tant d'autres, comme Office ou n'importe quel autre groupe, pour les convaincre de devenir conformes à ce qui venait des demandes de la certification. Mais comme ils étaient phone only au départ, puisque comme tu l'as dit, c'était uniquement au début pour Windows Phone 7, Phone 8, etc. Enfin 7.5, enfin les différentes C'est ça, ouais. variantes. C'était prévoir le futur. Et entre-temps, vu l'engouement qu'il y a eu pour le produit, ils ont décidé en fait d'être non seulement phone, mais aussi PC. Et quand ils sont passés sur le PC, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils ont tout cassé au niveau du pipeline du store. Et en fait, les applications générées n'étaient pas conformes à la certification. Donc, c'est moi qui ai été envoyé, on va dire, un peu en mission de sauvetage pour non seulement purger les problèmes du pipeline du store, mais en plus trouver une solution long terme pour que tout devienne conforme. C'est comme ça que j'ai connu cette équipe, qui à ce moment-là était une équipe 100% marketing. Ah, Donc moi, je les ai, on va dire, déplantés, débrouillés. Et puis, ça a continué sa vie, on va dire, pendant une petite année, où ça a continué à grossir. Et tout d'un coup, ils se sont dit, mais les objectifs marketing d'avoir uniquement plus d'applis dans le store, est-ce que c'est réellement uniquement ce qu'on veut et ce que l'on peut faire avec cet outil? Et la réponse a été non, et j'ai fait partie des gens qui ont été consultés, où moi, j'avais basé une stratégie en disant ça doit être un accompagnement pour l'éducation, pour les développeurs et pour les gens qui ne savent pas et ne veulent pas apprendre à développer. Donc, arriver à identifier différentes populations et différents segments. Et à partir de là, il y a un peu plus d'un an maintenant, presque un an et demi, on m'a confié les manettes du projet qui maintenant, à la demande du marketing, est en fin de transition vers ce qu'on appelle l'engineering. C'est pareil chez Microsoft. De manière à ce que maintenant, ça soit un vrai projet engineering, comme pourrait l'être Windows, Office ou n'importe quel autre produit chez Microsoft, et avoir en fait des objectifs, pas seulement d'avoir des applis dans le store, mais aussi et surtout des objectifs de démonstration de ce que la plateforme peut faire, d'éducation sur comment on développe sur la plateforme, et de voir comment aller plus loin, et comment en fait, en tant que développeur, on peut avoir une base quelque part pour se dire est-ce que je suis dans la manière de faire de ce que Microsoft essaye d'expliquer. alors je vais tout de suite rejoindre ce que tu dis parce que je discute beaucoup avec des développeurs. Ah oui, des développeurs, mais qui ne sont pas forcément initialement. Des gens qui veulent se faire quelque chose, créer quelque chose, sans initialement être développeurs. Mais je connais d'autres développeurs, de très bons développeurs, qui ont tous jeté un coup d'œil. Et en aparté, j'en ai eu pas mal qui me l'ont dit. Ils ont été jetés un coup d'œil pour savoir comment App Studio, Windows App Studio, générer le code. Et certains, est-ce que je fais, alors je vais peut-être mal le dire, mais aussi bien que App Studio, que Windows App Studio. Tu sais, donc là, je peux te réconforter parce qu'à mon avis, le changement, en tout cas le côté peut-être que vous allez prôner à modifier en disant on n'est plus au niveau marketing, on ne bourre plus le store, on est là pour l'éducation, bah, je pense qu'il est réussi parce que tous ceux avec qui je parle, je côtoie encore maintenant,
coucou parce que je sais qu'ils vont se reconnaître. C'est un peu le but, c'est d'apprendre à coder. Et initialement, ils savent pas coder. Et moi aussi, je vais aller voir faire un petit tour parce que je crois que Denis, à un moment donné, j'ai vu ça dans le scénario du truc. On va parler même de MVVM. J'ai vu passer quelques mots qui passaient ici et là. Ouais, Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut peut-être juste signaler avant de rentrer dans le détail, on va dire, de l'outil en question ici. Pour ceux qui nous écoutent, c'est que Windows App Studio, concrètement, c'est d'abord un site web, c'est une adresse qui est, si j'ai bien retenu, appstudio.windows.com. Et quand on arrive là, on doit remplir en gros toute une série d'étapes pour créer son application. Et pour pouvoir éventuellement générer le code, on va le voir à la fin, pour générer le code et le réutiliser avec Visual Studio par exemple. C'est pour toi, Michel, c'est concrétisé par ça ou il y a d'autres éléments également importants que tu veux rajouter? Il y a un élément d'introduction qui est important, c'est de comprendre que on s'adresse d'un environnement où on va avoir absolument rien à installer et aucune ligne de code à faire, jusqu'à des développeurs, mais en étant capable de directement aller mettre quelque chose dans le store, enfin aller proposer son application dans le store, voire même la sideloader directement sur n'importe quel device, mais ça on y reviendra ensuite. Par contre, ce qui est important, et c'est un élément philosophique que peu de gens comprennent, c'est que c'est un choix limité dans ce qu'on propose, même si maintenant ça commence à être assez étendu. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on génère une application, la seule limite, quelque part, c'est l'imagination. Ce n'est pas ce qu'on a voulu faire avec Windows App Studio. Et ceci a une raison très très simple, c'est que on supporte un nombre limité de scénarios. Par exemple, prendre des informations sur Facebook, prendre des informations sur YouTube, un certain nombre de scénarios de ce type-là, et c'est volontairement limité pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on va aller jusqu'à créer le package et le signer pour vous. C'est ça. Bon, on va reprendre les différentes étapes peut-être pour créer justement l'application. C'est pour ça que ce n'est pas quelque part un éditeur de code et quelque chose qui va permettre de faire tout et n'importe quoi. Ouais, tout on à est fait. dans un environnement d'un nombre limité, connu et maîtrisé de scénarios, qui veut dire que à partir du moment où vous restez dans nos limitations, vous allez pouvoir aller jusqu'à obtenir un package que vous pouvez déployer sur n'importe quel device qui est prêt à l'emploi et obtenir un package qui est possible à mettre dans le store et prêt à l'emploi lui aussi. Ouais. Et ça, c'est fondamental et c'est la raison pour laquelle il y a une limite dans le nombre de scénarios que nous supportons. Ouais, puis c'est un peu logique. Mais allez, éventuellement, on va regarder ensemble l'évolution, comment pas à pas on arrive à faire une application, puis on va voir que c'est quand même très rapide hein, si on veut. Mais juste une question au préalable, est-ce qu'il faut avoir un compte développeur juste auparavant ou que l'App Studio il nous guide à ce moment-là? Non, il suffit d'un Windows Live ID, d'un MSA, enfin peu importe comment on appelle ça maintenant. Mais à partir du moment où on a un compte de cette nature-là, on peut s'enregistrer et utiliser l'outil gratuitement complètement. Alors, je sais plus ce qu'il en est, mais c'est payant ou c'est gratuit maintenant les comptes dev? Bonne question. Je ne sais plus. Pour la publication, on parle. Ici, si je comprends bien, donc la création, l'utilisation de Windows App Studio est entièrement gratuite, si je suis bien ce que tu nous dis. Mais après, il va falloir le publier sur un compte dans le store pour que l'application soit accessible à tout le monde. Et là, je pense de mémoire, c'était pas 14 €? Oui, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est aussi une étape optionnelle, puisque comme je fournis aussi l'environnement pour le sideloading. Ah oui. Oui, le sideloading, il faut dire, c'est plus des aspects plus entreprise à ce moment-là, de déploiement en entreprise. Qu'est-ce que vous appelez le sideloading? Absolument pas. On peut déployer sur n'importe quel PC ou n'importe quel téléphone directement une application créée par App Studio sans qu'elle passe par le store. Ah. Et nous avons aussi rajouté dans ce domaine-là, mais on y reviendra peut-être ensuite, des fonctionnalités de partage via mail, Facebook et compagnie pour une appli faite en sideloading. Et pour vous donner un peu de primeur, à Build, nous espérons montrer un prototype quasi final d'une version de sideloading qui sera faisable par Madame Michu. Je vais faire tester à ma mère, je vais adorer. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si on prend un package sideloading,
Sur un PC, il faut lancer un script PowerShell pour le déployer. Ouais, Il c'est faut un ça. certificat, etc. Sur un téléphone, il y a un QR code et il faut déployer le certificat pour autoriser les applications signées par Windows App Studio. On va en fait prochainement complètement faire disparaître ces étapes-là Ah putain, c'est cool ça. avec une appli qui permettra en fait d'être un système de déploiement de tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner les applications Windows App Studio par Madame Michu, comme je le disais tout à l'heure. Et Ça, c'est certi- génial parce que finalement, ces étapes-là, bah voilà, c'était clair qu'elles pouvaient être simplifiées, hein, franchement. ouais, Euh, et on peut en certifié à ce reparler, moment-là. mais ça ferait l'objet d'une autre discussion tellement J'en ça. suis sûr. Voilà. Euh, on parlait de, voilà, il faut un compte dev. Ah, est-ce qu'il faut Visual Studio? Non, D'accord. Ouais. simple, c'est optionnel. On peut faire une appli totalement dans le site web et arriver à les situations de l'avoir déployée sur des PC et des téléphones, voire des Raspberry directement. C'est ça, à la fin, on va voir, on peut récupérer directement le package à installer sur le PC ou sur d'autres systèmes, quoi. C'est Alors, ça, Ouais, exactement. Denis, ok. La partie allez, Visual Studio est optionnelle pour si l'on veut étendre ou changer des choses qui sont en dehors des scénarios supportés dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, ok. Et donc, effectivement, on le voit ici, enfin, pour ceux qui regardent la vidéo. Donc, la première étape, on a une page qui s'appelle en anglais. Le site est accessible en français aussi, ou bien c'est uniquement en Et anglais? oui, tout à fait. Je suis un peu en retard en localisation, mais c'est aujourd'hui en 10 langues et prochainement en 22. Ok. Donc, moi, oh, bah moi je l'ai lu en anglais, moi. ben, j'ai- Le truc à comprendre, c'est que l'aide est localisée. Aujourd'hui, la partie génération d'applications ne l'est pas pour D'accord. des problèmes techniques, mais on y travaille. C'est ça, Mais ok. les applications, à la fin, on peut choisir, on verra, mais je Ouais. sais pas combien il y a de langues, mais il y en a énormément. Mais Ah bah pourquoi, non, alors, encore une les question langues avant de supportées par démarrer, pardon, encore une question avant de démarrer, comment ça se passe? Pourquoi c'est marqué Microsoft App Studio Beta en haut du site? Alors, c'est marqué Windows App Studio Beta parce que on considère qu'on n'est pas encore au niveau d'un produit fini D'accord. parce que il manque des choses, parce que encore une fois, c'est lié à l'histoire dont je parlais au début, à savoir que Oui. c'est un outil marketing et qu'on n'est pas encore à un stade où on peut dire qu'on a fini l'intégration totale du produit dans le groupe Windows. Vous êtes quand même sur la fin, là, quand même. Du fait d'enlever le mot bêta. Ça se discute parce que j'ai tellement de choses que je voudrais faire avant de le retirer, mais c'est une autre conversation. Après, c'est budget, on n'en peut plus, là. Voilà, non, c'est aussi lié aux équipes, à comment on va bouger le source correctement dans le groupe Windows, etc., etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses encore à gérer. C'est ça, ben, Franchement, nous, au niveau utilisation, je veux dire, si on est end-user et qu'on veut travailler avec le site et créer des applications, franchement, on n'a pas l'impression que c'est en bêta, quoi. Il y a des sites qui sont pas bêta et qui sont moins finis que celui-ci. Ici, je suis, je suis bien Oui, d'accord mais avec toi, c'est un Denis. peu lié aussi à la notion, on va dire, la dimension, pardon, historique dont je parlais précédemment. C'était un outil marketing, c'était pas localisé partout, c'était pas grave. Pour que ça soit un vrai produit non bêta Windows, il faut que j'aille absolument tout localiser, globaliser, par exemple. ouais, c'est ça, ok. Ouais. Non, Je non, je voulais disais dire, qu'il reste du travail pour retirer le mot bêta, mais en termes de qualité de code, je ne pense pas que nous sommes encore dans la notion bêta. Ouais, j'ai c'est ça. tellement de questions, en fait, et des trucs qui me viennent comme ça à l'esprit. Denis va me tuer. Mais Michel, une question du personnel finalement, mais tu travailles du coup avec plein d'équipes, d'autres équipes de chez MS, et principalement avec l'équipe de dev Windows 10. Je présume que tu travailles à fond, mais avec qui d'autre? Quelles sont les équipes avec qui tu es en corrélation, en corrélation, enfin en liaison, mais directe, parce que finalement, tu es un petit peu au centre et tu as besoin de savoir tout ce qui va arriver, tout ce qui est projeté, tout ce qui n'est pas projeté pour toi, euh, Alors, imaginer un peu un futur. pour vous faire rire, l'un de mes plus gros partenaires, entre guillemets, ça va être ce qu'on appelle DevDiv, c'est-à-dire la division qui gère les outils de développement dont Visual Studio, Mhm. puisque paradoxalement, en dehors des équipes internes de Microsoft, Windows App Studio est l'un des plus gros consommateurs et générateurs de sessions Visual Studio dans le cloud. Ah bon? Il faut savoir que chaque projet
en fait, est généré par des instances de Visual Studio que nous avons dans le cloud. Et il faut savoir que Windows App Studio est intégralement une application Azure. Oui. D'accord? Donc, nous sommes l'un des plus gros utilisateurs des technos Microsoft non directement attachés sur une application d'un gros produit. Mais au niveau des développements et de l'équipe avec laquelle tu travailles, vous situez plus comment? Tu travailles avec des équipes où c'est majoritairement des développeurs qui font la création du portail web, du code qui se trouve derrière et ce genre de choses ou... Parce que tu parlais d'aspect marketing préalablement, ce ne sont pas des marketing. L'aspect historique marketing fait qu'aujourd'hui, l'équipe, c'est quelques personnes qui sont en Espagne. Oui. Et 2 personnes qui sont à Redmond, c'est-à-dire un product manager, qui est quelqu'un qui m'aide au niveau des directions marketing et de la représentation du produit, et moi à Redmond. C'est tout. C'est ça. C'est une toute petite équipe, donc c'est aussi pour ça qu'on est obligé de bien prioriser et sérialiser absolument tout ce qu'on fait. Et en fait, le gros de mon travail est justement d'interagir avec toutes les équipes, donc les équipes Azure, les équipes Visual Studio, les équipes même au sein de Windows, parce que un de mes travaux aussi, une de mes directions aussi, c'est de détecter qu'est-ce qu'il est raisonnable et nécessaire d'ajouter comme fonctionnalité, comme API, comme feature de Windows ou de la plateforme qui va être démontrée via un scénario qui est dans App Studio. C'est ça, ok, ouais. Donc c'est vraiment un outil qui sert aussi à valider toute une série de fonctionnalités que vous développez dans d'autres teams, quoi. Oui et non. Enfin, oui au maximum. Non, parce que quelque chose qui est très intéressant et aussi très dur à comprendre pour beaucoup d'équipes à Redmond, c'est que je peux pas bouger n'importe quoi, n'importe comment, parce que le code que j'ai aujourd'hui est utilisé par des dizaines de milliers d'applis dans tous les sens du terme. Ah ouais. Donc, je ne peux pas prendre le risque de casser quelque chose, sachant qu'à tout moment, quelqu'un qui avait un projet d'il y a 2 ans va venir sur le site et le régénérer. Oh. Ouais, c'est ça. Je compte en parler plus tard, mais puisqu'on en parle maintenant, vous avez des idées, enfin apparemment oui, mais du nombre d'apps qui sont générées, qui ont été générées avec l'outil ici Windows App Studio, et vers quel type de métier, je vais dire, ça se situe? Alors, les métiers, non, pas précisément, parce qu'on sait tous que le Live ID ne nous donne pas une visibilité correcte du profil des gens, et c'est pas le but. On n'est pas chez Google, hein. Je passe. Par contre, le seul chiffre sur lequel j'ai réellement le droit de communiquer, c'est qu'on a dépassé, il y a pas mal de mois maintenant, il y a quelques mois déjà, 3 millions d'utilisateurs qui sont venus générer au moins un projet. Ah ouais, oula. Effectivement, quand tu fais un changement d'API, il faut mieux réfléchir à 2 fois avant, ouais. Voilà. Et qu'on va dire que le seul élément sur lequel je vais dire, c'est qu'en gros, j'ai 70% de ces gens qui, à un moment ou un autre, ont déployé quelque chose qui a été généré par App Studio. Ah ouais, donc c'est quand même pas mal. 70%, c'est quand même, je veux dire, c'est pas juste pour tester, quoi. Ça va quand même plus loin et ça va quand même jusqu'au bout du processus. Un volume énorme. C'est aussi pour ça qu'il y a ce besoin maintenant d'aller de plus en plus vers l'engineering et cette notion de démontrer les fonctionnalités de la plateforme. C'est ça. On n'a pas de visibilité et de communication sur le nombre réel d'applications créées par App Studio qui sont allées dans le store, parce que premièrement, c'est tout à fait fluctuant, et deuxièmement, ça va aussi se chevaucher avec le nombre de gens, mais ça on en reparlera plus tard, qui sont allés commencer quelque chose avec App Studio, en faire autre chose ou une extension quelconque avec Visual Studio, et sont ensuite allés au store. Ouais. Oui, cela c'est plus difficile. C'est pour ça que justement sur la partie vie privée, propriété intellectuelle, etc., on ne peut pas revendiquer la totalité. Ouais. Bien sûr, le nombre d'applications faites directement sans aucune modification par App Studio qui sont allées dans le store est géré et maîtrisé, mais encore une fois, c'est quelque chose sur lequel le store n'a pas décidé de communiquer. Ah ouais, ok. Et de toute façon, c'est pas tagué, les codes sources ne sont pas tagués Windows App Studio, donc vous pourriez, je vois pas comment vous pourriez le savoir. Si à la fin on demande, si à la fin vous demandez il y a un truc, ouais, enfin ça serait possible de le savoir. C'est plus simple que ça, parce que si vous utilisez en fait les composants de la librairie de Windows App Studio, il y a des DLL qui sont connus.
Ouais, d'accord, ouais, comme ça, Hmm. ouais. Ouais, il faudrait vraiment demander à ce que le store il fournisse. Mais ils ont autre chose à faire en ce moment, le store. On va pas les embêter. On passe. Next. Bon, next. Ok, Allez, on et va, on donc va voilà. passer au slide. Pratiquement, si on veut donc créer un projet, on se connecte sur l'adresse du site de Windows App Studio et donc on arrive sur un premier écran Start New comme je le disais tout à l'heure qui nous demande deux choses, je vois ici, soit de choisir d'abord ou bien Windows 10 ou Windows 8.1 et ensuite de choisir un template. Donc ça implique quoi? Enfin, qu'est-ce que ça a comme conséquence, ce template? Alors, le template en lui-même n'a pas trop d'implications, mais ça, je vais y revenir. Par contre, ce qui est important, c'est que ce choix Windows 10 ou Windows 8.1 est important parce que Fatal. depuis le lancement final de Windows 10, on a frisé les features de Windows 8.1. Ah oui. Pas Donc, on étonnant. a quelque chose pour lequel, on va être honnête, on ne voit plus de bugs arriver. On fait plus de modifications de code sur la partie de la formule de génération pour Windows 8.1. Par contre, ça fait des choses qui sont parfaitement validées, qui marchent sur les devices 8.1 et sur les devices 10. Mais par contre, ce n'est pas là où on déploie les nouveautés. C'est ça, donc les fonctionnalités qu'on va voir par après, elles n'existent peut-être pas toutes dans Windows 8.1, mais on va les voir pour Windows 10 quoi. C'est ça. Ok, Maintenant, toutes les nouveautés que nous rajoutons sont Windows 10 exclusivement, ok. mais dans tous les sens du terme, avec toutes les versions de Windows 10, qu'elles soient insider ou pas, parce que ça aussi, c'est important. Ouais. Mais à ce niveau de ce slide, de cette étape d'entrée de la création d'une application, on doit déjà savoir vers quoi on s'oriente. On voit déjà qu'on peut choisir, il y a My Product Catalog par exemple, donc là j'imagine qu'on est dans un modèle plus de je vais vendre différents produits, hein. Il y a le mot catalogue qui va m'orienter, le logo, je vois que c'est un petit panier de magasin. On peut créer une application empty Windows 10, donc là on crée une application vide. Enfin, je le vois comme ça, mais c'est le nom qui veut dire je Dans vais tous les partir de cas, c'est zéro. la même chose. Ah, On va voir une différence entre quelque chose de vraiment spécifique qui s'appelle les Web App Templates, puisque là, on est purement compliant avec les spécifications du W3C, Mhm. où en fait, c'est vraiment un packaging tout à fait standard d'une application web qui se fait en 5 coups de clics de souris. On a un package qui peut aller au store directement pour pratiquement n'importe quel site web. Donc ça, Ok, c'est quelque chose de vraiment spécifique, mais dont on voit des milliers d'usages quotidiens. c'est ça c'est le template Hosted Web App qu'on retrouve en premier. Donc là, ça sera plus un site web, mais les autres, c'est plus des applications Windows 10 Les autres, classiques, quoi. ce sont des templates. On va dire que c'est pas très très important dans le sens où tout dépend du niveau de l'utilisateur, parce que tout ce qui est prépositionné dans les templates qui existent est faisable. C'est ça, tu peux enlever des choses et rajouter d'autres, en gros, dans n'importe quel template par après. Ça Et pré-remplit des données, quoi. si tu veux prendre My Product Catalog, on t'a prépositionné une navigation, un certain nombre de contrôles, un certain nombre d'éléments, mais rien ne t'empêche d'en faire exactement l'équivalent en partant d'un template vide. Ouais, c'est ça, ouais, ok. C'est un Il n'y peu a comme, ouais. aucune, ce que je veux vraiment souligner là, c'est qu'il n'y a aucune customisation externe liée au moindre des templates. C'est ça, c'est un peu comme si on prenait à la limite, je prends l'extrême dans l'autre sens, un template Word, un modèle Word, bah on peut refaire ça à partir d'un modèle vide, mais les styles sont déjà définis, les couleurs sont déjà choisies, etc. quoi. Pour en fait, pouvoir, C'est tout à ça fait mâche un peu l'idée. le travail. Ça mâche ça un peu marche le le travail, travail. ouais. On est vraiment Ok, dans l'orientation non dev et puis on va prendre par la main la personne qui veut faire le. Et on essaie de la prendre par la main le plus possible selon le goût dès le départ. c'est ça. C'est ça. C'est Et donc, exactement ça. et donc juste Voilà. après, première vraie donnée à ce moment-là qu'on choisit, c'est le nom de l'application, ce qui me paraît logique, c'est comment on veut appeler son apps. C'est ça. Ok. Et je vois, on peut choisir la preview. Ça, c'est aussi, on pourra changer par après. Donc, on a des previews de type phone, de type tablette ou de type desktop. Il y a d'autres types de supports qu'on peut également utiliser. Aujourd'hui, non, mais ça viendra. Mais on imagine qu'il y en a d'autres, hein, en fait, finalement, quand on connaît un petit peu le Windows 10. Ouais. On sait que. Aujourd'hui, alors on est déjà en train de partir à la fin, mais aujourd'hui, la conclusion de ce processus-là, c'est que le système, toujours dans un site web, et toujours à nouveau en le répétant sans jamais rien installer, va donner la possibilité de générer trois choses qui sont une solution Visual Studio,
un package pour sideloading ou un package pour le store. Ce qui est intéressant à comprendre à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on a les simulateurs qui permettent de visualiser les différents contextes, puisque le tout va être généré. Mais il faut savoir qu'on est d'ores et déjà capable de prendre la solution Visual Studio et telle quelle de la déployer vers un Raspberry Pi ou autre Windows 10 IoT. C'est ça, c'est du Windows 10 universel, des applications, du code généré qui est universel. Donc effectivement, on pourra le déployer sur tout ce qui supporte l'universel, les applications universelles ensuite. Tout à fait. À ce moment-là, à cette étape-là de la création de l'application, je me suis posé la question. Alors le titre, il est clair. Choose previous device. Choisissez le device. Comment on dit en français un device? C'est l'appareil. Choisissez. Enfin, le device, c'est clair. Ouais. Choisissez le device de prévisualisation, mais j'avais pas lu le titre. Du coup, je me demandais, tiens, je suis en train de créer une application que pour PC, et je pensais que, comme j'avais choisi Windows 10, j'étais forcément compliant, enfin, prêt pour le phone. Et moi, ça m'a perturbé un petit peu ce petit choix, parce que je me demandais si j'étais pas en train de créer une application seulement tablette ou seulement PC. Mais non, en fait, c'est juste, on est bien d'accord, hein, c'est que la prévisualisation qui est demandée. Donc, c'est ce que je vais voir à droite. Ça, tu vois, ça m'a un petit peu perturbé dans mon petit coin ici en France. Mais bon, c'était que mon point de vue. Mais je pense effectivement sur les écrans d'après, on a encore la possibilité de choisir, hein, de rechanger. Oui, voilà, si mais on moi veut. j'ai eu peur à ce moment-là. Ouais. Moi, je Ce me qu'il suis dit, faut tiens, comprendre, c'est que là, c'est parce qu'on parle du template vide. Si on était sur le template avec l'un des pré-réglages, My Product Catalog ou autre, ça permettrait de voir les différentes vues de l'application sur les différents types d'appareils. Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà à ce niveau-ci, quoi. je vois Déjà pas à ce encore niveau. Ok. Non, je Il sais faut quand même savoir que derrière, on a une technologie, on appelle ça le simulator, parce que notre simulateur, premièrement, il est dans le web, et deuxièmement, permet d'intégralement voir les applications avant qu'elles soient générées. Ouais. Et on va pouvoir interagir aussi sur ces applications? Oui, bien sûr. Le simulateur est complet. Ok. Non, c'est Dans pas mal. ces choix de device là, je vois pas encore le Surface Hub. Ça viendra quand il sera réalisé. De même que Xbox, de même que les autres, quand ça sera le moment et qu'on aura des solutions intelligentes pour déployer sur les appareils. En tout cas, il y a la place à l'écran de mettre plein d'autres devices. Oui, vous Ouais. pouvez pas les voir. C'est normal, c'est dans les previews internes. Ok. Bon, on reviendra d'ici quelques jours pour voir quand ils seront prêts. Mais on en Une fois parlera qu'on- peut-être aussi tantôt des nouveautés aussi qui sont apparues récemment. Bon, une fois qu'on arrive, du coup, on a choisi le nom de notre application, qu'on a vu vers quoi on voulait principalement visualiser le résultat en temps réel sur le site appstudiowindows.com. On arrive sur une étape où on va voir, voilà, on est vraiment au cœur de notre application, a priori, c'est clair. On a du coup un choix, on va avoir différentes rubriques. On aura donc le contenu de notre application, le thème général de notre application, les tiles, les tuiles. Donc là, en fait, on va pouvoir générer du coup des tuiles dynamiques et puis tous les formats qui existent dans les tuiles. Maintenant, depuis Windows 10, il y en a des nouvelles. Et puis après, les différents paramétrages. Et alors là, en fait, dans cette interface-là, on est sur le slide, si vous regardez en vidéo, eh bien, on a différents contenus et puis on va pouvoir ajouter des sections. Et puis là, les sections, il y en a un petit paquet, hein, on voit en bas. On a plein de choix différents. On peut choisir d'ajouter des flux RSS, du contenu HTML, des vidéos YouTube, des sources d'images de Flux, Facebook, Instagram, Twitter, WordPress. Moi, WordPress, il y en a beaucoup qui aiment. Menu, alors menu, on va peut-être en parler parce que j'ai pas été creuser ce que c'était. Collection, qui est nouveau de mémoire. Groove Music, pour l'instant. Dis-moi, Michel, c'est quand même bien riche, tous ces plugins qui existent. Alors ça, c'est le concept. Nous, on dit qu'en fait, une application va être composée de différentes sections. Et chaque section va contenir en fait ce qu'on appelle une data source, qui est en fait l'élément qui va nous permettre de créer le contenu pour chacune des sections. Mhm. L'idée aujourd'hui, c'est pas d'en avoir des tonnes. D'ailleurs, il se peut à un moment ou un autre qu'on en supprime ou qu'on en rajoute. Mais c'est vraiment de donner des exemples de faisabilité le plus simple possible à mettre en œuvre à partir du site web, tout en ayant une richesse de code derrière qui va permettre aux gens de vraiment comprendre ce qu'on peut faire avec la plateforme.
C'est ça. Et donc l'idée ici, c'est on a la liste des sections que Christophe vient citer, on clique dessus, plouf, elle vient directement se rajouter dans la liste des composants qu'on a choisis, des sections qu'on a choisies, et on va pouvoir les configurer, je suppose, puisque tu parles de source de données, donc si c'est un flux RSS, on va, je suppose, donner l'emplacement de ce flux RSS, même chose pour les autres, et donc on les positionne et on les configure. Donc c'est, encore une fois, pas une ligne de code, c'est tout à la configuration via des écrans qui se trouvent et qui sont cachés un petit peu derrière ces sections, quoi. J'ai Tout été à fait. bluffé par la simplicité quand même de l'interface, personnellement. C'est extrêmement compréhensible. Franchement, chapeau parce que on tape pas une ligne de code et puis c'est très intuitif, hein. C'est l'objectif, c'est vraiment ce que nous tentons de faire. J'ai eu des revendications de certains devs. Oui, je veux les appeler des développeurs, même si initialement c'est pas des développeurs. Alors tu pourras peut-être me répondre ou peut-être c'est censuré, mais j'avais des requêtes type Dailymotion, Vine, LinkedIn, Viadeo, SoundCloud. Euh, SoundCloud, ça pose des problèmes de player embedded et d'API, de clés d'API. Vine, même chose. C'est aussi pour ça que c'est compliqué. Et après, il y a aussi une gymnastique de prioritisation de ma part en fonction du nombre d'utilisations effectives. Et de budget, comme on le dit jamais, non? Le budget, il est relativement flat parce que j'ai un nombre limité de ressources. Donc, en fait, Ah oui. c'est qu'est-ce que je peux faire rentrer à l'intérieur de ce que... Et quand tu parles justement des composants, enfin, ou de donner des priorités, parmi ceux qui existent, voire même ceux qui arriveront plus tard, vous savez quels sont ceux qui sont les plus utilisés, les plus intéressants et que vous serez susceptible d'améliorer à ce moment-là beaucoup plus? C'est ce que l'on tente de faire et on tente d'interviewer et de suivre au maximum les demandes pour évaluer. En fait, tous les mois, j'ai un travail où je remets en place une visibilité de ce qui devrait changer ou pas. Il faut juste comprendre que on n'en a pas parlé dans l'introduction, mais Windows App Studio évolue tous les mois. Ouais. Donc j'ai un cycle mensuel de release, ce qui est quand même quelque chose d'un petit peu plus compliqué à gérer. Et il faut donc savoir que j'ai des cycles de développement relativement courts. Or, faire une nouvelle data source, ça ne tient jamais sur un seul cycle. Ah oui. Donc donc, c'est là, un d'ailleurs, choix long terme. Il faut qu'il se justifie et en volume et en besoin par rapport à la plateforme. Et donc vous faites des développements dont les sections dont on parle ici sont désactivées ou cachées et vous les réactivez au fur et à mesure alors à ce moment-là. C'est la manière dont nous travaillons. Ouais, c'est ça. no- notons que la dernière grosse mise à jour, elle date il y a même pas une semaine, hein, c'est ça? Tous les mois, j'ai une release entre mi et fin de chaque mois. Sur le dernier blog, ça datait il y a 5 jours, là, du 22 février. Là. C'était appuyé sur le début de l'ouverture de Mobile World Congress à Barcelone. D'accord, oui, ça tombe. Il fallait que ça tombe bien. Super. On peut supposer que la prochaine sera appuyée sur l'arrivée de Build, sur le début de Build, et ainsi de suite. Ok. Ok. Et donc si on regarde, donc ici on choisit les composants, les sections. Je sais pas si tu avais d'autres points que tu voulais rajouter sur ça avant de passer au thème. Ce que je voulais dire juste, c'est que l'ensemble des sections, quand elles sont mappées, elles sont reliées sur une data source. On peut faire refresh sur le simulateur et donc récupérer ces données directement. Ah oui, c'est ça. Voir directement. Oui, on a directement le résultat qu'on aura en finalité à l'intérieur du mobile si on l'utilise dans ce format-là, quoi. D'autre part, une petite astuce qui n'est pas encore bien connue, c'est que le simulateur est aussi disponible via ce qu'on appelle une version full screen. Ah, j'allais t'en parler. C'est énorme ce truc. Et qui présente un autre intérêt, c'est lorsque, par exemple, en se mettant dans la peau d'un développeur, quel que soit son niveau à nouveau. Il fait comme nous, il fait F12. Oui, mais l'intérêt, c'est que le lien que l'on récupère du full screen peut être partagé avec les gens avec qui on discute du projet. Ah ouais. Parce qu'il n'est pas authentifié volontairement. Et donc tu peux continuer à faire des modifications et les voir. Et pour prendre des avis des autres avec qui on bosse. Parce que là, je suis en full screen, mais déjà le full screen, il est juste impressionnant. Il faut oser cliquer sur le bouton pour l'avoir. Mais on a l'impression d'être déjà dans l'application. Moi, ce rendu qui est à droite, là, il est génial.
Mais je savais pas qu'on pouvait se partager. Pour moi, j'étais dans ma session à moi, dans mes cookies à moi de Ouais, mon c'est ça. C'est... navigateur. Moi, je Mais a savais pas non plus. priori, mais a priori non. Oh là là là, ça me tue moi. Alors du coup, après, ce qui est intéressant, tu parlais du full screen, mais on a aussi le more preview. Le more preview, c'est qu'on va aller pouvoir voir plusieurs rendus selon, par exemple. Alors tout à l'heure, je posais la question, mais j'ai peur de, si je choisis tablette ou desktop, de faire une application que pour l'un. Bien sûr que non, puisqu'on est en preview, c'est la prévisualisation de ce que va rendre mon élément. Mais si du coup à droite, on a toujours un petit écran. Moi, j'ai choisi une tablette initialement. Et quand je clique sur Preview, je peux choisir de voir que rendra mon téléphone. Putain, mais on est dans un truc ultra rapide. Moi, ça me tue de toute façon. Et après, on a un desktop. On est devant un écran plat de son ordinateur. Et puis, on voit la résolution là qui est de moi 2056, 1440. Mais après, je peux demander tablette. J'ai le rendu qui va forcément être responsive. Et après, le téléphone, c'est juste génial. Franchement, et chapeau, hein, parce que moi, je trouve ça super génial. Moi, ce que je trouve très pratique aussi, c'est tout ce qui est ajout de section. Donc, on l'a passé très rapidement, mais le fait d'en rajouter, tu configures quelques éléments style YouTube, tu donnes l'adresse du site, la clé, etc. Et il te les affiche, et tu as tous les composants, toutes les fonctionnalités qui permettent directement de visualiser tes vidéos YouTube, comme des recherches Bing, comme ton compte Facebook, etc. Donc, en quelques clics, c'est vrai qu'on fait pas mal de choses qu'on réalise régulièrement dans toute une série d'applications, de présentations pour des clients par exemple. Et on va le voir, surtout qu'on peut récupérer le code, on en a déjà parlé. Mais Cet ça... après-midi, j'ai un copain qui m'appelle parce qu'il y avait du mal avec son pivot et puis son menu, le pivot, comme là on peut voir, moi j'ai fait un petit blog et puis il y a le pivot automatique avec les différentes sections qui sont en haut de ma page. Et il avait fait le pivot avec le menu à gauche avec le burger. Bah, il prend son application App Studio, il fait le pivot, puis il regarde ce que ça donne et puis il prend le code source. Ouais, voilà. Ouais. Finalement, voilà, ton code, tu l'as quoi. T'as un sample tout fait, t'as un sample sur mesure en fait avec ça. Bon, avant aussi que vous vous emballiez, il y a quand même quelque chose aussi d'important, c'est que vous avez parlé tout à l'heure d'une data source qui s'appelle collection. Oui. Elle est là depuis presque le début, et la collection est un élément fondamental de Windows App Studio, dans le sens où nous stockons vos données pour vous. Donc la collection peut être statique, peut être dynamique ou externe. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir du contenu dynamique qui provient d'autres sources ou qui provient d'une base de données qu'on gère pour vous, directement d'intégrer dans votre application. Et avec quoi comme type de fonctionnalité? Tu peux faire des recherches sur cette collection? Tu peux... Depuis la dernière release, on a rajouté les recherches, tout à fait. Ah ouais. Tu peux les ordonnancer, puisqu'on a rajouté aussi le grouping par date et par heure et par temps, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la philosophie de la collection, c'est par exemple typiquement le menu de restaurant. Donc j'ai un restaurateur qui va se faire une appli disponible sur tous les devices Windows, qui va montrer son restaurant, le menu disponible dans son restaurant. Et puis s'il veut le changer, il n'a pas forcément besoin de revenir gérer sa collection, régénérer son application, parce que nous avons dans le store quelque chose qui s'appelle Windows App Studio Collection App, qui permet à partir de n'importe quel PC ou téléphone de gérer les datas et les contenus. Et quand je dis gérer, c'est même en rajouter et en créer. Putain, je serais une femme, je me pisserais dessus, quoi. Non, non, c'est juste énorme. C'est impressionnant cette partie-là, parce que là, tu me l'apprends, Michel, mais quand j'étais m'amuser avec les collections, en fait, tu vas choisir tes colonnes, hein, comment ça va être représenté déjà. Donc, tu peux choisir plein de types de colonnes possibles. Ça peut être des dates, ça peut être des images, ça peut être du texte. Tu peux importer ta base de données. Bah, qu'est-ce que tu vas mettre dans ces colonnes? Bah, c'est un fichier que tu as fait sur ton Excel et puis tu l'enregistres en format CSV. Et puis dans ton Excel, tu avais ça. Mais là, tu es en train de me dire que moi, j'ai mon restaurant, j'ai fait mes colonnes, c'est super bien, ça marche bien, c'est mon menu. Mais depuis mon téléphone, je suis en train de créer un nouveau menu. Eh bien, tu vas me fournir l'outil qui va me permettre de rajouter un contenu aux colonnes de mon application qui est déjà sur le store. Absolument. Ça y est, Ouais. je me suis pissé dessus. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Mais moi, Ouais, j'adore ce truc-là. c'est génial parce que c'est vrai que ça simplifie pas mal de choses, en tout cas au démarrage. En plus, comme tu le dis, on le met en mode full screen, on peut partager ça avec des autres personnes et voir un petit peu l'état et la visualisation et le résultat de ce que tout ça va donner. Et moi, j'avais une question aussi. Tu avais l'air de dire que donc, les collections, on peut aller chercher des sources de données externes. Qu'est-ce que tu On entends peut par mettre là? des liens URL, etc., etc. J'ai pas encore des connexions vers des bases de données externes, mais j'y travaille. C'est ça, mais avec tout ce qui est Web API et des choses comme ça viendra aussi?
Ça fait partie des éléments qu'on regarde. Ah ouais. Cela dit, on a déjà des gens qui se le sont fait eux-mêmes, mais on y reviendra plus tard dans le composant open source. Je ne l'ai pas aujourd'hui en code standard de ce qu'on peut faire avec l'interface web sans avoir besoin de Visual Studio. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui, parce qu'on peut évidemment toujours faire tout ça après coup en Visual Studio, mais là on passe dans un mode développeur full, quoi, complet. Ok. Pas forcément, parce qu'on a des gens qui ne sont pas développeurs, mais qui ont demandé à un développeur de leur faire une extension à notre librairie Ah ouais. et qui continuent à s'en servir en mode non développeur. Et c'est de ça dont tu parles, le composant open source, là? Tu sais nous en parler un peu plus? Alors, ça va être un tout petit peu plus détaillé. En fait, nous avons architecturé la totalité du code généré avec un modèle view model, dont on parlait tout à l'heure, et d'un élément qui s'appelle la waslib, qui est sur GitHub, que vous pouvez rechercher, waslibs, qui est publié par WASTeam, comme Windows App Studio Team, qui contient en fait deux bibliothèques, grosso modo, une qui est partagée de manière à maintenir un niveau de compatibilité entre Windows 10, Windows 8.1 et Windows Phone 8.1 pour maintenir la compatibilité, Oui. et ce qu'on appelle les data providers pour les trois plateformes supportées. Mais à ce moment-là, tu es dans le code source à ce moment-là. Tu es dans du code Visual Studio. C'est du code Visual Studio qui est sur GitHub, qui est complètement ouvert, sur lequel n'importe qui peut proposer quoi que ce soit, ou n'importe qui peut faire un fork pour faire ses propres versions, tout en continuant d'être compatible avec ce qu'on génère par l'application web, et qui permet, entre autres, de proposer de nouvelles data sources par rapport à ce dont nous parlions tout à l'heure. C'est ça. Oui, mais ce que Ça, je veux c'est dire, la partie l'extensibilité des data providers. c'est ça. Et Mais on se retrouve au niveau du code. Je veux dire, on n'est pas dans l'écran qu'on avait juste avant, c'est-à-dire de choisir les différentes sections dans le site web, dans le portail de création de Windows App Studio. On est à la fin où on a créé le code, on a généré le code Visual Studio et on peut continuer à utiliser, je veux dire, et à améliorer cette fonctionnalité dans Visual Studio. On est d'accord, hein? On est d'accord, mais rien n'empêche à un développeur de proposer un nouveau data provider. Tu parlais de Vines tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a proposé Vines qui n'était pas compliant, mais il y a quelqu'un qui nous a proposé une extension de la librairie pour implémenter Vines. Ouais, c'est ça, ok. Donc on n'a pas pu le prendre tel quel, on l'a prioritisé pour regarder un peu plus tard, mais la personne s'en sert. Et elle a des applis dans le store qui se reposent sur cette librairie via son extension propriétaire, je vais dire quelque part, pour supporter Vines. C'est ça, ok. Mais on y reviendra peut-être aussi avec la génération du code en Visual Mais Studio. on a fait la même chose pour la partie contrôle. Et surtout, ce qui fait que en fait, tout ce qu'on fait dans le web correspond à des contrôles XAML qui sont disponibles et documentés libres de droit dans cette bibliothèque. Ah oui, ok. Donc ça donne un autre scénario qu'on n'a pas évoqué précédemment. Désolé d'aller du coq à l'âne comme ça, mais ça permet à un développeur, ou quel que soit son niveau, je dirais, on va dire, d'évaluer un contrôle, quel qu'il soit, en générant, je sais pas, par exemple, juste une application simple avec juste un data source RSS, de comprendre comment ça fonctionne et de se dire comment je peux réutiliser ce contrôle XAML tout fait dans mon code. Ouais. Voire même sans passer du tout par App Studio. Oui, c'est ça, ouais, aussi, ouais. Et pour permettre ce genre de choses-là, en fait, la librairie dont je parlais tout à l'heure, on a rajouté pour n'importe qui ouvre Visual Studio et qui va se connecter au GitHub avec son compte GitHub directement à la waslibs, on a en fait mis en niveau haut une application d'exemple qui permet d'évaluer chacun des contrôles de Windows App Studio, mais aussi qu'il y ait un menu contextuel qui apparaît sur le côté qui va permettre de faire varier l'ensemble des paramètres possibles du contrôle sans avoir de faire de code. Ouais, c'est ça, un peu comme si on était encore dans le portail, mais pour des contrôles particuliers qu'on rajoute au niveau de l'application finale. Voilà, si je veux que ça soit justifié à droite, au milieu ou à gauche, si je veux que ça soit X pixels de normalisation, si je veux... Tous les contrôles sont auto-documentés et sont prêts à jouer avec sans avoir à mettre le nez dans le code. Non, c'est bien. Vous avez pensé à tout, c'est magnifique.
Truc de fou. Je pense pas, il en manque forcément, mais on essaye d'aller le plus possible. C'est pour ça que c'est en bêta, hein, c'est toi qui l'as dit. Hein. Exactement. Ok, et donc si on revient, effectivement, on passe peut-être d'un extrême à l'autre, mais si on revient sur la deuxième partie, une fois qu'on a choisi un peu les composants, les sections au niveau donc la rubrique content, on peut ensuite choisir les thèmes, comme c'est indiqué au niveau du portail, et donc là c'est choisir en quelque sorte les différentes couleurs avec lesquelles on va vouloir travailler, c'est ça? Couleurs pour les différents éléments et surtout les prévisualiser en faisant refresh sur le simulateur en temps réel. Ok, c'est ça, ouais. Donc c'est peut-être pas dire une des premières choses à faire, mais c'est un des éléments qui est toujours intéressant à faire rapidement pour pouvoir voir le vrai visuel. Si l'écran est noir ou si l'écran est blanc, ça change peut-être pas mal de choses. En quelques lignes, ça marche comment ce visuel là à droite là? C'est pas un émulateur. On a développé en fait un parseur de XAML vers HTML. D'accord. Ah ouais. Oui, il marche bien. Ah ouais, non, le résultat est nickel. Hein. Ok. Et donc, les tiles, après les thèmes, donc les thèmes généraux, ou alors c'est ça. déjà vous proposez différents modèles de thèmes. Donc si on n'est pas bon designer, il nous propose quand même des petites choses bien foutues. Après, on peut choisir à chaque couleur. Chaque font aussi, je pense. Hein. On peut choisir les polices de caractère, non? J'ai pas vu ça. Non. Moi, je pensais. Mais non, en fait, on peut choisir les couleurs du titre, des sous-titres, des sections, des descriptions, de la barre comment on dit en français, la barre du bas, je sais pas comment on l'a dit, la barre, d'accord? La barre de l'application. La barre d'application, excuse-moi, je suis mauvais parfois. Je suis mauvais en anglais, mais alors parfois, de passer de l'anglais au français, je suis mauvais aussi. Et puis voilà, après, on arrive sur les tiles. Et là, j'aurai une question par la suite. Je te laisse continuer, Denis. Oui, donc au niveau des tuiles, je suppose qu'on peut définir l'icône associée à la tuile de l'application, choisir, on voit si elle est statique ou dynamique. Avant de rentrer dans le détail des live tiles, ouais. Il faut savoir que Windows App Studio a été l'un des premiers générateurs de tous les assets. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle le logo éditeur, qui malheureusement dans l'interface n'était pas très très facile à trouver au départ. Donc c'est pour ça que nous l'avons rajouté aussi dans l'entrée tile, puisqu'avant en fait il fallait aller cliquer en haut à gauche à côté du nom d'application sur le logo pour arriver à cet écran. Donc c'est pour ça que nous l'avons rajouté ici. L'intérêt, on sait tous que c'est pénible d'avoir à générer toutes les images qui sont nécessaires pour faire une application. Clair. Ouais. Donc l'intérêt de ce logo editor, c'est que en gros, on upload une image et c'est le système qui va les resizer, placer et cropper et tout ce qu'il faut pour avoir en fait tous les assets et pour phone et pour PC. C'est bon ça. Ouais. Et donc on a vu des tas de gens qui sont venus pour se générer un projet plus ou moins vide, générer tous les assets et après le reprendre dans Visual Studio et avoir rien à faire. Évidemment. Et après tout, pourquoi pas? Donc ensuite, nous avons rajouté, comme tu le disais, les lifestyles, où on a travaillé sur, et là on rebondit sur ce que je disais précédemment, sur un certain nombre de scénarios qu'on veut supporter complètement, par opposition à tous les scénarios des lifestyles, parce que dans Windows 10, on les a considérablement étendus. Donc il n'y a pas toutes les options qu'on a avec l'éditeur XML. Ouais. Mais on vous donne quand même optionnellement la preview du fichier XML que ça génère. Ça c'est bien ça. Hein. Ça c'est bien ça. Et non, c'est un travail qui a dû être intéressant et bien copieux à faire. Question des auditeurs. Il y a eu beaucoup de demandes sur et quand, parce que c'est toujours formidable le travail qui est fait, hein, je ne reviens pas là-dessus, c'est génial. Et puis à chaque fois, vous n'en faites pas assez, ça tant pis, hein, tout le monde paye les pots cassés. Et les toast notifications, c'est pour quand? Alors ça, c'est lié en fait à des évolutions de plateforme qui sont en train d'arriver. Parce que pour tout vous dire, je veux les faire correctement et je veux permettre d'interagir avec les notifications sans avoir à régénérer l'application. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc en fait, j'ai des besoins d'évolution de plateforme qui sont dans le pipeline et qui vont arriver. On va pas pouvoir forcément rentrer dans les détails à ce sujet-là.
Mais rappelez-vous, il y a quelques instants, je vous ai parlé, et volontairement, de ce qu'on appelle la Windows App Studio Collection App, qui vous permet d'aller gérer le contenu de vos collections. Oui. Ça veut donc dire que cette appli, à terme, va être upgradée pour évolutive. gérer les notifications des applications que vous avez générées et utilisées, soit en sideloading, soit dans le store. Putain. Et c'est pour ça que ça n'est pas encore là, parce que j'ai besoin de toute la plomberie. J'ai pas envie de m'y remettre 2 fois, pour être très honnête. Oh là 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 là, ça, Ouais. ça, c'est juste énorme. Pareil, alors je sais pas comment poser cette question-là. Allez, je la pose maintenant. Les liaisons avec, est-ce que c'est prévu dans les tuyaux, les liaisons? Tiens, je vais envoyer quelque chose sur mon calendrier ou je vais envoyer un email. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le lien email, il existe aujourd'hui dans les actions où il va simplement ouvrir un mail, il va pas envoyer le mail. Non, pas envoyer. Non, non, on est d'accord. Je suis plus pour, je dis email, c'est parce que je pensais à la outlook.com, cette partie-là. Mais par exemple, d'aller ajouter un rendez-vous, tu vois? Alors, Ça, je sais pas si on peut le faire, j'ai pas voilà. vu. Aujourd'hui, l'architecture globale des applications qui sont générées ici, c'est du transitif par rapport au compte actif sur l'appareil, mais c'est pas une authentification de l'utilisateur de l'application. Ouais. D'accord? Donc, Mhm. oui, je travaille très activement sur un modèle authentifié, enfin une extension du modèle actuel pour passer en authentifié. Maintenant, ça n'est pas encore Dans les tuyaux, pas sérieusement. encore dans le tuyau court terme, mais oui, on y travaille et c'est justement nécessaire pour les scénarios entreprises sur lesquels je travaille très activement. Cool. Mais ça va plus loin que ça parce que c'est l'authentification sur les bases SQL, sur les wrappers Azure, sur absolument tout. Hein. Ah oui, donc on pourrait aussi à terme se connecter sur des supports comme ça externes de type DB Azure, SQL Azure et des choses comme ça, quoi. C'est franchement l'idée et de l'ouvrir tout court. Ah ouais, ouais. Voilà. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, comme je le disais, en termes de philosophie, je suis pas encore à la masse critique, je dirais, des scénarios que je dois supporter, et j'ai pas encore l'investissement temps qui est envisagé. Donc oui, c'est dans les pipelines, oui, c'est prioritisé assez haut, et on y travaillera dès qu'on aura réuni en fait toutes les conditions. Ok, non, c'est très bien. Honnêtement, je pense que les notifications arriveront avant, mais elles sont liées en fait à des évolutions du store, de la plateforme, de plein de choses qui sont en train d'arriver. C'est différent. Ok. Mais Et- des notifications utilisables, encore une fois. C'est pas des notifications pour hardcoder quelque chose dans l'appli, ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, si on revient donc le dernier module, je sais pas comment tu appelles ces différentes sections, enfin les différents modules qui sont là, Content Theme. Le dernier, c'est le Settings, où là, bah, c'est en gros le nom de l'application qu'on avait donné au départ. La langue, Christophe en a parlé, on a la possibilité de choisir toute une série de langues possibles. Les références au store, les références à l'application inside. Donc, c'est tous les paramètres complémentaires. C'est ça? Sauf que c'est un point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas, on va dire, et il n'est pas possible d'être directement intégré au store. À savoir que si l'objectif de l'application qui a été, du projet Windows App Studio qui a été préparé, qui a été développé, et d'aller dans le store, il est obligatoire d'aller avec son navigateur dans le portail du Dev Center pour réserver le nom et récupérer un certain nombre de paramètres techniques comme l'identité du package ou le display name, etc., etc., et de venir faire un copy and paste, un copier-coller À cet euh, endroit. à cet endroit pour que je puisse générer le package qui sera signé et prêt à être uploadé, donc il faut le downloader de Windows App Studio pour l'uploader dans le Dev Center. Oui. C'est clairement un de mes gros objectifs de complètement supprimer cette étape. Hein. Clairement, Mhm. c'est un de mes objectifs à moyen terme, c'est qu'en fait, toute cette mécanique par rapport au store se fasse toute seule. Oui, qu'on soit directement dans le dev center, de la center que j'ai un lien, créer une app online, entre guillemets, et tchic, 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 OK validé, et je suis pas Et tu sorti de mon publies. onglet de mon navigateur. Voilà, et que ça aille chercher les paramètres dans le store à partir d'une proposition de réservation de nom qui se fera directement dans Windows App Studio et tout le restant se fera tout seul derrière. Parfois, j'ai Y envie de dire, compris, y compris l'injection du package prêt pour le store directement sans avoir à le downloader et uploader.
Putain, parfois j'ai envie de dire, faut pas rêver, quoi. Mais en fait, si, t'es en train de nous faire rêver, parce que t'imagines, tous les geeks qui ne sont pas développeurs, bon, je sais pas, je vais dire que le compte dev, il est gratuit, allez, j'invente, c'est pas vrai, mais je sais plus, hein, j'avoue, je sais plus. Oui. En tout cas, il coûte rien du tout, mais le mec qui va avoir son petit compte, il sait pas développer. Alors le mec, mais ça pourrait être le mec en la retraite, quoi. Il va avoir une application parce qu'il a une association des derniers combattants de la dernière guerre, tac tac, avec toutes les photos, avec tous les copains. Il va faire son application, pouf, il publie, quoi. Et puis après, il va gérer avec son application bêta. Tiens, il y a une nouveauté, je vais l'envoyer. Il va aussi gérer son WordPress parce qu'il est en train de créer des articles, ça se met automatiquement dans l'application. Il va pouvoir envoyer des news, pouf, tout le monde reçoit les tasks notifications. Mais finalement, le mec, il est pas dev. C'est ça le problème, c'est que je pense qu'on va perdre notre boulot parce qu'il y a tout le Ben, monde qui va venir développer à notre place. alors après, il faudra Je absolument suis que pas, tout le monde. si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un nombre limité de scénarios C'est pour vrai. lesquels je signe et je maintiens ma position en disant j'accepte de rester dans ce scénario et de le signer pour vous. Non, c'est vrai. Mais Je mets alors, ça un peu sur le ton, je veux dire un peu de l'humour, mais c'est vrai que moi j'ai Non, beaucoup mais de c'est un personnes. gros débat. Beaucoup de gens disent ça. Et puis beaucoup de gens disent aussi, oui, mais alors si je suis développeur, je vois pas l'intérêt. Mais si, c'est pour démarrer rapidement et avoir une base. C'est ça, c'est ce Si, que j'allais si, dire effectivement, c'est ça. C'est moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont déjà posé, comme toi à mon avis Christophe, posé la question comment on peut faire ci, comment on peut faire là. Et je veux dire, ça donne quasiment un exemple, même plus qu'un exemple, un exemple en live quoi. mais C'est-à-dire on c'est ce que je dis choisit tout ce à dont on a l'heure. besoin et On on a le se code. fait son sample. Ouais, c'est ça, on se fait son sample. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et si le sample suffit pour faire une présentation, soit à un client dans une première étape, bah, ça permet de lui montrer. Et si on veut aller beaucoup plus loin, bah, on a le code et on peut aller plus loin à ce moment-là et passer dans du dev complet. Quoi. Après, voilà, l'idée n'est pas un client qui te demande de faire une application et puis qui connaît pas ça et puis que c'est juste une application de flux de son site. Bon, ça peut aider, mais c'est pas le but. Non, non, mais c'est juste Ouais. génial. T'imagines, tu dis au client, écoutez, je vous ai fait ça, bon, allez, il y en a pour 20 patates. Par contre, je vous ai fait aussi une petite application qui va vous permettre de gérer vous-même euh, l'ajout de vos collections. C'est même plus que C'est- des applications de Ça, c'est présentation. cadeau, hein. C'est vraiment des applications business. Quoi. On peut mettre du contenu, on peut mettre des vraies Ah, données c'est énorme. avec des Non, non, vraies mais données, des bases de données, non, non, de la vraie gestion derrière. Donc c'est ça qui est pas mal. c'est chapeau bas. Alors, mais vraiment, on peut imaginer que ce que tu disais, Michel, là, s'il y a la liaison Dev Center, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est une partie qui pourrait paraître complexe. Pas complexe, chiante, parce que c'est très facile, c'est du copier-coller. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est tellement logique de le relier, quoi. Faut voir que je sais pas si c'est une équipe à proprement dite et fermée qui gère le Dev Center à part entière, mais ça paraît tellement logique, quoi, de le lier, quoi. Enfin bon, voilà. Il faut que tous les éléments tombent en phase de partout en même temps, parce que c'est pas forcément simple. Hein, donc, mais bon, Non, voilà. Ouais. Ok. Et donc, un des derniers boutons, c'est le bouton terminer. Puisqu'évidemment, quand on a tout complété, qu'on a bien choisi tous les composants, on a le bouton finish. Et là, on arrive sur un écran où on choisit en gros ce qu'on veut terminer, ce qu'on veut faire. C'est ça? Alors forcément, on va toujours générer la solution Visual Studio, parce que comme vous l'avez compris, dans le cloud, dans Azure, je vais en fait générer une tâche Visual Studio pour créer l'application. Ouais. On a forcément au minimum le package source qui est intégralement donné. Donc on n'a rien à cacher, la totalité du source est là, ce qui est aussi intéressant. On peut optionnellement, comme je le disais, sélectionner, pardon, ce qui s'appelle le publish package ou l'installable package. d'accord, c'est génial. Avoir donc la partie side loading pour le distribuer autour de soi sans avoir eu à passer par l'étape du store. Une question légitime. Voilà, l'application a été créée, récupérée. Il a récupéré l'APPX, là, le package, l'application. Il a publié, et puis tiens, le mois d'après, vous sortez une nouveauté qui est très intéressante. Tiens, je voudrais l'intégrer dans mon application. Je recommence la création de mon application, bien que c'est très facile, hein, ça sera acceptable. Ou il y a moyen de récupérer parce que c'était Alors, enregistré dans je mon truc. réouvre mon projet et je peux l'augmenter en termes de features. Non, non, je le réouvre comment?
bah, je viens sur Windows App Studio, j'ouvre mon projet. Dans l'étape D'accord. initiale, vous avez montré comment démarrer un nouveau projet, mais il y a moyen d'aller ouvrir les projets qu'on a déjà faits. Ah, génial. Ah, très bien. Et Pour même les rajouter anciens? Même les anciens? Oui, oui, Les tout à vieux fait. projets qui ont Même été en... les choses qui viennent de Windows 8, Windows 7, en fait, on a un Ah, processus de migration. ah bon? Énorme. C'est pour ça que le modèle est un petit peu complexe. Un petit peu, mon neveu. Mais d'accord. Question Ok. qui a aucun rapport avec le sujet, parce que je ne sais pas où les poser, hein, excuse-moi, Denis. Et Cortana? Alors, Cortana, c'est une bonne chose. J'ai plusieurs prototypes. Mon problème, il est double. J'ai un premier problème, vous savez tous que Cortana n'est pas forcément disponible partout. Bah oui. Et que même quand on est dans un pays où il y a Cortana qui est disponible, il faut être bien configuré avec les bonnes langues, etc., etc., pour que Cortana soit actif. Ah, ouais, Mhm. compliqué cette histoire. Ouais. Et donc, étant donné que mon spectre d'utilisateurs va jusqu'à le totalement non développeur, je ne peux pas assumer de guider les gens pour correctement configurer leurs appareils. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis toujours à la recherche, même si j'en ai quelques-uns, mais je suis toujours à la recherche de mes vrais scénarios Cortana, sachant que D'accord. je veux tenir compte du fait des points techniques que je viens de mentionner d'abord. Oui, tu vas pas balancer ou toi préparer une fonctionnalité si t'as pas tous les tenants et tous les aboutissants hein, pour pas faire quelque chose qui finalement merde, ils ont changé ça ou j'ai pas prévu ça et puis ça merde. Donc tu es obligé de faire vraiment euh, de construire comment dire ça, de bien préparer ce que tu vas implémenter en tenant compte de tout. Et Cortana, comme elle est pas partout, pour l'instant c'est même pas la peine d'y penser. Si, si, j'y pense, mais Oui, non, mon mais je veux dire, c'est pas problème, la peine de c'est sortir comment quelque je vais chose. implémenter quelque chose qui soit, on va dire, passe-partout. D'accord. Encore une question où Denis va me tuer parce que je vais le poser n'importe quand. Microsoft Band, qui n'est pas en Windows 10, mais est-ce que tu y as pensé? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, ça vient de sortir, c'est une montre, c'est pas compliqué à faire du code là-dessus, mais est-ce que vous y avez pensé au niveau de Windows App Studio? On a en fait aujourd'hui un processus de prototypage pour permettre de créer des dashboards custom de, des datas qui viennent de la bande. On n'a pas de démarche pour aller pousser des applis vers la bande. Non, ça je comprends. Mais Ouais. il y a quand même des petits trucs qui se permettraient de s'en approcher. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que je dois être dans le code 100% Microsoft Ouais. en termes de raisonnement. Donc Ouais. aujourd'hui, on s'est limité notre scope volontairement sur ce que j'appelle les custom dashboards. Aujourd'hui, quand tu vas sur ton site web qui te donne en fait, ou dans l'appli, pardon, qui te montre en fait toutes les données venant de ta montre, il y en a peut-être certaines qui t'intéressent pas et quelques-unes qui t'intéressent. On va permettre de faire ce morcellement dans une application custom. L'un des problèmes qui va avec, et c'est un peu surprenant dans les époques où on vit, c'est que c'est considéré comme des données de santé. D'accord, oui, Mhm. oui, oui, oui. Donc c'est très privatisé, très fermé. Donc ça voudrait dire que par exemple, j'ai pas le droit au simulateur. Ah ouais. Donc ça Ouais. m'oblige à trouver un modèle où j'aurai des données génériques fausses qui seraient affichées dans le simulateur pendant qu'on construit. D'accord. Donc c'est des petits problèmes techniques sur lesquels on travaille actuellement et que nous sommes en train d'essayer de voir comment trouver des solutions pour arriver à le faire. Ok. Et tant qu'on est à poser des questions comme ça à la volée, bah Microsoft en gros vient de racheter Xamarin. Oh Sans... putain, t'allais poser la même question. Je Ah, t'écrivais en perso. ah mais Vas-y, j'ai écrit le c'est premier. génial. Très bien. Il y a des idées, des objectifs avec ça. Donc là on parle l'aspect plutôt multiplateforme, mais Alors, le multiplateforme a été exclu pour le moment de ce projet parce que c'est en fait un projet qui permet d'obtenir des applications et des contrôles pour démontrer des fonctionnalités de la plateforme. mhm. Ça n'a pas de sens en termes d'investissement purement Windows aujourd'hui de l'ouvrir vers d'autres plateformes d'une manière ou d'une autre. C'est- Xamarin, on est en train de regarder. C'est des choses sur lesquelles j'ai pas de position démontrable publiquement pour le moment. D'accord. c'est ça. Ok. En tout état de cause, pour le moment, soyons très très clairs,
Windows App Studio n'a pas vocation à générer des applications pour autre chose que Windows. Malheureusement ou pas, c'est pas à moi de débattre là-dessus et je suis pas réellement décisionnaire à ce niveau-là. Par contre, on est en train de regarder sur comment éventuellement le code généré par Windows App Studio qui puisse être consommé pour aller sur notre plateforme via Visual Studio. Ah oui, c'est ça, ouais. Bon, Donc ouais, ça, ça j'ai arrivera pas peut-être plus d'annonce, tard. j'ai pas de raisonnement pour le moment de clairement établi. Et si on parle justement du code généré, donc du code là dans Visual Studio, vous respectez, vous utilisez des patterns. On a eu un podcast précédent sur MVVM ou MVVM Lite. Il y a des choses que vous forcez d'utiliser, de mettre en place. Purement MVVM, Mhm. avec une architecture qui est complètement disponible et documentée justement dans le WASLibs dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ok. Ok, et il y a des références. Donc le WhatsApp dont tu parlais tantôt, ça donne les références. Donc si on clique sur la rubrique références dans Visual Studio, on va retrouver des paquets NuGet avec des références vers des paquets propres à Windows App Studio. C'est ça, tout à fait. Ok. Alors peut-être pour prendre aussi un autre élément de liaison, je sais que vous aviez eu David il y a quelque temps pour Manifold.js par exemple, Mhm. pour Babylon.js, excusez-moi. Il faut savoir qu'un déploiement Babylon.js se package directement et d'une manière simplissime directement avec App Studio. Ouais, ok. On peut faire des intégrations de contenu HTML. Oui, j'avais vu un composant, hein, je pense. Il y avait dans les sections, il y avait Oui, une des on a sections qui était aussi, HTML. il est complètement là, oui. HTML5. Ok, non, bah c'est très bien. Donc c'est à mon avis, je pense, oui, effectivement, un outil très intéressant. Très intéressant. Je pense que tu as vu un peu nos réactions tout au long de ce podcast, de cette discussion. Et comme on l'a dit, je pense que c'est à la fois intéressant pour les développeurs débutants, mais aussi pour les développeurs confirmés, où on peut créer rapidement des bases, les bases de l'application. Et comme tu dis, si ça respecte toute une série de patterns, que ce soit MVVM ou d'autres, ça permet en tout cas de les récupérer et voir si on écrit du code ou compléter du code sur des bonnes bases initiales, quoi. Tu sais nous parler des dernières nouveautés qui ont été intégrées dans l'outil? Alors, les dernières nouveautés, c'est qu'on a rajouté en fait toute une série de nouvelles fonctionnalités pour gérer la partie temps qui n'existait pas du tout, pour grouper en fonction d'une date, grouper en fonction d'horaire. Donc, par exemple, on a plusieurs applications pour gérer des événements comme une conférence développeur ou des choses comme ça, ou la vie d'une association où on a besoin d'agenda. Alors oui, il n'est pas encore relié à un agenda partagé aujourd'hui puisque nous n'avons pas l'authentification dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Mais par contre, via la collection app dont je parlais tout à l'heure, ça permet de venir totalement gérer un agenda visible sur les devices de tous les utilisateurs de l'appli. Ok. Non, mais c'est très bien. Christophe. Notre prochaine grosse étape, Ouais. qui est vraisemblablement prévue pour Build, est en fait de simplifier le sideloading. Je m'explique. Tout à l'heure, on a décrit le fait qu'à la fin d'un projet, on récupère 3 packages qui sont en fait une solution Visual Studio, qui sont un package prêt à être sideloadé ou un package prêt à aller dans le store. Mhm. Il faut savoir que le sideloading a pas beaucoup évolué Windows 8, mais a beaucoup évolué pour Windows 10 et est encore en train d'arriver avec ce qui arrivera pour Redstone et compagnie. Donc en fait, on est en train de se servir de ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est un des points noirs à l'utilisation des applications parce que, par exemple, si on veut déployer une application Windows App Studio directement sur son PC en sideloading, on récupère un zip dans lequel il y a un script PowerShell qui va mettre en route le compte, installer correctement le certificat nécessaire venant de Windows App Studio, puis installer le package en lui-même. Sur les téléphones, c'est à peu près la même chose, où en fait on a un QR code ou un lien direct qui permet d'aller enrôler, d'aller installer, déployer le certificat, puis de déployer le package en lui-même. On est en train de faire disparaître la totalité de ces étapes-là
pour qu'en fait, une application Windows App Studio puisse devenir déployable par n'importe qui sans aucune compétence technique et sans aucune connaissance, on va dire, des messages un peu compliqués qui peuvent apparaître si le certificat est pas bon ou expiré ou quoi que ce soit. Ah oui, ok. Donc ça, c'est ce qu'on espère montrer pour Build. Et cerise sur le gâteau, nous sommes en train très, très, très activement d'étendre le modèle pour parler avec le plus possible de devices IoT qui existent. Ah oui, non, ça c'est bien. C'est bien parce que c'est effectivement une grande vague pour le moment, c'est de passer un petit peu sur tous ces aspects IoT. Donc ça va aussi encore nous simplifier le travail sur tout ça. En tout cas, nous, C'est l'intégration complète du bus all join. Est-ce que l'équipe d'App Studio, ils se sont du coup commandé le SDK de HoloLens? On est en train de discuter. Non, sérieusement, on est en train d'en discuter. L'objectif des packages qu'on génère, c'est clairement qu'ils soient déployables sur tous les éléments de la plateforme Windows. Donc aujourd'hui, on a le PC, les phones. Il est très clair qu'on aura à court terme l'Xbox quand ça ouvrira, ce qui est aussi un moyen intéressant de pouvoir s'approprier une nouvelle plateforme. Oui, parce que là, il y a du monde. Aussi qu'on sera sur Face Hub dès que le moment sera là. HoloLens fait partie de ce que nous regardons et IoT fait partie de ce que nous travaillons. Il faut savoir que depuis la fin de l'année dernière, nous avons suffisamment retravaillé le code pour que il suffit de prendre la solution Visual Studio et directement de la déployer sur n'importe quel IoT sans avoir quasiment rien à faire. Le code est complètement compliant avec OneCore. Ah oui. Ah bah dis donc, je pense que vous avez pensé à tout, je pense. Ouais, c'est génial. Magnifique. C'est franchement un super boulot. Franchement. Et... HoloLens, c'est pas le tout de regarder HoloLens, c'est de voir quels sont les scénarios qu'on veut déployer. Ouais. Et on en est quand même que à la release du SDK HoloLens, donc c'est juste un petit peu tout. Vos retours, vos écoutes des utilisateurs, des futurs développeurs, des développeurs chevronnés, vous les prenez de où? User Voice. Alors c'est le. D'accord, User Voice, je vois que. Est-ce que c'est toujours le site qui s'appelle à l'heure actuelle wpdev.uservoice.com ou il y en a un autre? Pour le moment, c'est toujours ça. On va voir comment ça va évoluer sur la vraie stratégie globale Microsoft. Mais non, ils sont liés en homepage de l'outil de manière à être là et on priorise en fonction du nombre de demandes et des explications qu'on reçoit à chaque fois. Alors, je viens d'aller voir sur le User Voice de Windows App Studio. Eh bien, la demande que j'avais dit, les push, bah oui, c'est le numéro 1. Il demande des push, les push notifications. Et après, bon, le support multilangage, mais là, il est bien entamé. Vous l'avez vachement bien entamé, en tout cas. Et le troisième, je vois en top ID, c'est le Build One Deploy Anywhere. C'est un seul développement pour les plateformes type. Alors là, à mon avis, vous n'êtes pas près du compte parce que c'est encore un petit peu tangent. C'est déployé pour Windows Mobile, Windows 10 IoT, mais c'est un vieux poste qui n'est plus, à mon avis, d'actualité par rapport aux dernières news qu'on a eues chez Microsoft et du monde, puisque déployé sur Windows Phone, Windows 8, on n'est déjà plus dans le même vocabulaire. Que ce soit un an et demi après, quoi. Oui, tout à fait. Ça évolue assez vite. Trop. Mais il y a le forum aussi. Hein. Il y a User Voice et forum. Il y a deux entrées. Et ce qui est beaucoup demandé en top, en idée chaude, c'est une meilleure, enfin une intégration un peu plus poussée de WordPress. Les gens, ils veulent WordPress, qui est quand même un gros moteur hein, partout dans le monde sur les blogs. Et ils veulent que vous allez encore plus loin, type peut-être mettre des commentaires, gérer les commentaires des utilisateurs, mais ça, c'est peut-être une autre histoire, non? Oui et non. C'est lié en fait à l'authentification dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Ouais, je ne peux pas laisser les utilisateurs aller créer du contenu s'ils ne sont pas authentifiés. Eh oui. Ouais. Mais le module WordPress, la section WordPress, elle est arrivée il n'y a pas tellement longtemps, c'est ça? Oui, décembre. Oui, c'est ça. C'est tout chaud en fait, c'est tout chaud, tu te rends compte, ça vient à peine d'arriver quoi. C'est ça, donc il faut qu'elle évolue aussi. Et il faut quand même savoir aussi un truc qu'on a eu beaucoup de questions et qui était surprenant, c'est que le module, enfin la data source WordPress utilise en fait les REST API qui est en fait pour le moment toujours un composant externe qui est à rajouter à WordPress.
Mhm. Donc beaucoup de gens se sont dit, mais tous les WordPress sont pas supportés. On supporte tous les WordPress qui ont l'extension REST API installée et mise en route, activée. Ah, intéressant à c'est ça. savoir. D'accord. Parce que- On va justement, on a en fait maintenant une grosse mise à jour du contenu, pour le moment que en anglais, qui sera localisé dans les semaines qui viennent, parce qu'on a essayé de faire une section d'aide qui est étape par étape. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Quand on va dans O2 Ouais, en c'est ça, anglais, ouais. Ouais. Mais- on a beaucoup de contenu élément par élément. Le menu est dynamique de manière à vous présenter en fait les entrées directement, ouais, ouais, ouais. c'est marrant parce étape que par d'accord, c'est bien ce que tu dis. Enfin, je reviens sur juste avant là, avec les modules parce que je mettais mon blog et bah il voulait pas. J'ai pas pu faire mon blog au départ, donc j'ai changé de blog parce que j'en ai plusieurs et j'ai pas dû installer ce qu'il fallait. Voilà. À la rigueur, il pourrait me le dire. Il me l'aurait dit tiens, installer tel truc, ça aurait été sympa. Bon, j'avoue, je chipote, Il y mais a un message d'erreur. Il est un peu cryptique, mais il y a un message d'erreur maintenant qui n'était pas avant la release de la semaine dernière. ah bah, je l'ai pas vu, il m'a pas dit. Il m'a mis entre à droite, il m'a mis un truc orange avec un point d'interrogation. Puis j'avoue que j'ai pas été cliqué dessus et j'aurais peut-être Voilà, dû. bah ça c'est lié maintenant en fait à la section explication de l'extension qu'il faut. D'accord. Mhm. Voilà, bah donc je sais pourquoi. Parfait. Ben, je pense, Christophe, qu'on a fait déjà un large tour de toutes les Ouais. fonctionnalités de cette application Windows App Studio. Si j'essaye de résumer très fort, Ouf. hein, donc si je résume, c'est, on va dire, un Tu vas portail zipper alors ton Internet. résumé. Je vais zipper le résumé, voilà. Donc c'est un portail Internet qui demande simplement d'avoir une idée au départ, on va dire. C'est un peu comme ça que c'est présenté sur le site et sur la page d'accueil. Et donc on va ensuite pouvoir ajouter très rapidement et très facilement du contenu, des styles à l'application. Et finalement, on a juste besoin de la publier. La publier pour récupérer le code, éventuellement mettre les paramètres pour pouvoir la publier sur le store. Et tout ça, on va dire en quelques minutes, on a la possibilité de générer une application. Donc c'est un outil qui est accessible aux débutants qui veulent rapidement créer et publier une apps. Mais on l'a vu, on peut récupérer le code source dans Visual Studio pour le compléter. Donc ça peut vraiment servir de base à toute une série de développeurs confirmés qui souhaitent disposer d'une structure initiale et propre et rapide, quoi. Donc voilà, je sais pas, Christophe, as-tu d'autres questions, d'autres remarques? Des remarques. On a parlé dans cette émission de différents liens. Tous les liens, Denis va bien travailler pour les mettre à la fin. Je les ai mis à la fin du document, j'ai Ouais. tout noté. Il y a aussi l'application qu'on parlait tout à l'heure qui permettait de gérer, par exemple, du contenu a posteriori de son application qui s'appelle. L'application, elle est sur le store, elle s'appelle Windows App Studio Collection. En 3 mots, hein, Windows, plus loin, App Studio en un mot et collection avec un S, donc c'est de l'anglais, et c'est de là on va pouvoir gérer ensuite les applications. Donc je présume que tu nous feras un beau slide, un dernier slide. Attention, ton premier slide, il y a une erreur d'orthographe. Oui, j'ai noté. Et pardon. Je vais le corriger. Et puis en tout cas, un grand merci à Michel. J'espère, selon deux critères personnels, te revoir. D'abord que je suis à nouveau MVP l'année prochaine et que deuxièmement, je repars à Seattle, qu'on aille manger ensemble. Je serais super content de te rencontrer là-bas à nouveau. Et puis encore mille merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation. Ouais, un grand merci aussi de ma part à toi, Michel, pour cette présentation très intéressante. Je n'ai pas demandé, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voulais également ajouter. Non, j'espère que ça vous plaît. Et puis surtout, s'il y a du feedback ou même des propositions d'extension, faut pas hésiter, que ce soit via le GitHub, que ce soit via le forum ou User Voice ou autre. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander maintenant, c'est quel est le meilleur moyen pour toi pour te contacter? C'est via GitHub ou une adresse Twitter ou quelque chose? Le plus simple pour avoir une entrée directe dans la prioritisation des features, c'est vraiment de passer par le forum ou par User Voice, parce que ça, c'est monitoré très régulièrement. Ok, on le mettra dans les notes de l'émission aussi, hein. Ouais. C'est vraiment le plus pratique, je pense, pour Moi, je peux arriver. avoir une requête auprès de l'équipe de Windows App Studio. La petite requête serait de vous créer un compte Twitter. Parce que les devs, ils aiment bien, et les geeks, ils aiment bien avoir un compte Twitter où on peut suivre les applications. Ça vous coûterait pas grand-chose d'avoir votre petit compte qui n'existe pas. Ou en Bah, tout je veux cas, bien répondre en off, la seconde alors. ça serait bien, parce que moi, Parce on aurait les... qu'aujourd'hui, c'est Windows App Studio, c'est wastim@outlook.com.
Ah ouais. Tant que je n'ai pas rapatrié en tant que Windows App Studio at Microsoft.com, je peux pas le faire. Oh, d'accord. Mais non, Je peux c'est pas chaud. avoir mes entrées avec le mot Windows ou avec le mot Microsoft si j'ai pas toute la partie légale qui est en place. Donc oui, je suis D'accord. en train de le faire et ça prend des mois et ça me rend dingue. Oh, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ok. Bon, en tout cas, j'espère qu'on sera les premiers avertis pour le compte Twitter. Oui, oui, sans problème. Mais sinon, le hashtag Windows App Studio est vraiment monitoré quand même. D'accord. Ça va. J'avoue, je le Ben, tape en direct. on va l'essayer. Ah oui, il existe. Il n'y a D'accord. pas Ah le oui, compte, mais génial. il y a le hashtag. C'est déjà pas mal. Il n'y a plus qu'à le suivre. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Sérieusement, j'espère que ça vous plaît parce qu'on essaye de faire quelque chose En qui tout cas, s'adresse à une population assez large, tout en étant de la qualité. C'est-à-dire qu'on a pris, moi j'ai pris un an pour passer d'un truc qui disait ouais, on peut générer et mettre n'importe quoi dans le store à quelque chose qui devient un vrai outil pour développeurs, tout en laissant les gens qui sont pas développeurs aller quand même assez loin. Donc j'espère que c'est ce qui est visible. Ben c'est ça, moi c'est un peu les échos en préparant le podcast et que j'ai eu même en allant sur le site web, c'est qu'au départ on a l'impression que c'est tellement facile que c'est pas à destination, on va dire, des développeurs ou que ça peut pas aller très très loin. Et moi j'étais franchement vachement surpris, il y a moyen de faire énormément de choses déjà de base, avec les paramètres, la configuration, etc. On peut faire une vraie application et franchement moi je trouve ça magnifique parce que effectivement on a ensuite le code et on peut rentrer dans le code et on peut aller encore plus loin. Donc je vois pas où il y a une limitation, où il y a une limite sur ça, quoi. Donc je vais faire la promotion et l'utiliser moi de manière beaucoup plus fréquente à mon avis à l'avenir, ça c'est clair. Je ouais. peux vous dire aussi quelque chose qui sera pour la rentrée si tout va bien, mais Quelle rentrée? On va dire pour septembre par là, quoi, pour Ah la oui, fin d'accord, d'année. oui, d'accord. Ok. Je suis en train d'essayer d'ajouter un quatrième type de package downloadable qui Ouais. va s'appeler composant. Ah ouais. Oh, énorme. Ça Je fait suis bien. en train, en fait, je travaille avec les gens de Visual Studio et de Visual Studio Online surtout, pour qu'en fait on ait pu à télécharger la solution Visual Studio dans un zip, mais qu'on l'ait qui s'ouvre directement dans Visual Studio dans une instance Visual Studio Online. Oh là 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 là. Ouais, ça c'est pas mal. Très bon. Et ça me permettrait d'aller un peu plus loin. Alors mon scénario, je vais le tester sur vous à chaud juste pour voir, parce que ça c'est en dehors de l'interview, on va dire quelque part. Je suis un développeur d'une banque où on m'a donné comme mission de faire une appli universelle pour gérer l'accès au compte. Donc je suis super occupé avec ma logique métier. Mhm. Mais il s'agit d'un service online. Donc il faut par exemple un flux RSS ou un flux Twitter aussi pour savoir si le service fonctionne. Donc l'idée de Windows App Studio, c'est de permettre de le customiser, de créer une appli qui n'aurait par exemple que l'accès Twitter dont je viens de parler, de pouvoir la tester et la valider pour dire bah elle est bonne. Et donc le quatrième élément, ça serait de récupérer le composant pour aller directement le mettre dans mon développement Visual Studio. Ah ouais. Non, c'est bien. C'est bien, et tu parles d'un exemple ici. On m'a posé il y a quelques jours la question sur Facebook, dans un des forums dans lequel je participe, je regarde. La même chose, mais par rapport à des applications YouTube. Donc de visualiser des vidéos, comment les mettre en place, etc. Et le composant étant là, bah, il suffit en gros de l'utiliser, de le mettre en place. Et c'est vrai qu'au lieu d'aller récupérer le code, si je comprends, tu pourrais en créer un composant pour le réintégrer dans tes propres applications par après. À qu'ils viennent se mettre directement dans quelque chose que tu importes comme un sous-projet dans ton projet Visual Studio. Ouais, Je c'est ça, t'occupe ouais. avec les composants de non métier, je te les donne. Moi, je vote, moi. Je lève la main, je suis d'accord. Voilà. Je sais pas si On Christophe essaye de dit. faire ça. Forcément, moi je suis super enthousiaste sur ça, quoi. Ok, eh ben c'est parfait. Un grand merci en tout cas, Michel, pour ta présence, pour cette présentation même plus que très intéressante aujourd'hui sur Windows App Studio. Alors, n'oubliez pas aussi que vous pouvez suivre ce podcast évidemment en audio, je pense que c'est la majorité des auditeurs aussi, mais également en podcast vidéo, donc on essaie de rajouter des slides, soit sur le site, sur devas.be, vous pouvez vous abonner en vidéo, mais également sur YouTube, il y a une chaîne où vous pouvez également suivre tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous envoyer un message dans les commentaires de l'émission, simplement un tweet pour nous soutenir. Dans la mesure du possible, on essaiera de répondre aussi aux questions.
Et revenez nous écouter aussi. Je propose de faire aussi la petite pub pour la fois prochaine. Dans quelques jours, on va également enregistrer un nouveau podcast sur un nouvel épisode consacré à SQL Azure avec notre prochaine invitée qui sera Isabelle Van Kampenhout, qui elle est MVP en SQL Server. Et donc elle va venir nous parler de tout ça. Et donc parlez-en autour de vous. Abonnez-vous également au podcast. Merci beaucoup. À bientôt en tout cas pour ma part. Merci Michel, à bientôt. Merci Christophe. À bientôt, salut. À bientôt, salut.